Japon, 1707. Le mont Fuji est sur le point d'entrer en éruption. De la lave en fusion consumera bientôt les 3 Saijin, 3 temples sacrés cachés dans les entrailles du volcan. Le shogun est bien déterminé à conserver ce précieux héritage et envoie ses plus nobles et talentueux samouraïs récupérer les biens de valeur à l'intérieur du volcan. Après une puissante ascension, traversant les tempêtes de neige et les terrains les plus accidentés, les samouraïs trouvent enfin l'entrée qui amène à la caverne. Le volcan gronde et les parois tremblent. Le sol se dérobe alors sur leurs pieds et nos samouraïs tombent dans l'immense caverne qui abrite les 3 temples, en train de sombrer peu à peu dans la lave fumante. Il revient désormais à nos héros d'explorer la caverne et de trouver et de ramener autant de reliques, parchemins sacrés et de moines que possible au shogun avant que le volcan n'entre totalement en éruption et ne détruise cet héritage. Dans Fujikoro, les joueurs vont tenter de collecter des parchemins sacrés, des schémas magiques, des ressources, bois et métal, des moines, et créer le meilleur équipement possible pour tenter de s'échapper du volcan avant qu'il ne soit totalement en éruption. Pour compliquer la tâche, les joueurs rencontreront d'énormes dragons à travers le volcan qu'ils devront vaincre seuls ou ensemble. La partie continue jusqu'à la phase finale du jeu qui se déclenche lorsque le joueur atteint les 30 points de victoire. Bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un jeu qui, selon moi, est sous-estimé. On n'en parle pas assez, c'est pourtant un très bon jeu. Il s'agit de Fujikoro, un jeu d'exploration de donjons et de gestion de ressources dont le mélange est très bien réussi d'après moi. Il a été conçu par Jérôme de Meyer avec au pinceau Miguel Coimbra, édité par Game Brewer en français. Ce jeu est prévu pour 1 à 6 joueurs à partir de 12 ans. Durée de partie environ une trentaine de minutes par joueur. Alors ce jeu comporte 2 modes. Le premier mode est le jeu compétitif, dans lequel il va falloir tenter de collecter des parchemins sacrés, des schémas magiques, des ressources, bois et métal, des moines, et oui, des moines, pour créer le meilleur équipement possible et tenter de s'échapper du volcan avant qu'il ne soit totalement en éruption. Donc, pour un peu pimenter la chose, il va y avoir des dragons forcément à l'intérieur de ce volcan qui vont tenter d'empêcher les samouraïs de fuir le volcan avec tout ce qu'ils auront amassé. Là, comme c'est un compétitif, on pourra combattre les dragons seuls ou ensemble. Voilà, attention, hein, c'est quand même un compétitif. La partie continuera jusqu'à la phase finale du jeu qui se déclenchera lorsque le joueur aura atteint les 30 points de victoire. Les joueurs auront alors 8 derniers tours de jeu pour s'enfuir du volcan. Afin de gagner la partie, le joueur doit marquer le plus de points de victoire possible en triomphant soit de dragons, en explorant des cavernes, en créant le meilleur équipement, en ramenant des moines, des objets magiques, des dents de dragon au shogun pendant la phase finale du jeu. Donc vous voyez, il va y avoir quand même pas mal de manières d'arriver à ses fins dans ce jeu. Alors ensuite, il y a le mode coopératif. Donc le mode coopératif au niveau des règles principales, ça ne change absolument rien. Là où cela va quand même changer, c'est que dans le mode compétitif, eh bien les dragons apparaissent sur les tuiles et ne bougent pas des tuiles. Dans le mode coopératif, les dragons vont bouger et ils vont poursuivre les samouraïs pour les empêcher de quitter le volcan. Et c'est vraiment excellent ce petit changement là, ça amène quelque chose. C'est un détail, mais il est super important au final. Ce qui change aussi, ce sont les buts du jeu. Là, dans le coopératif, le but du jeu, c'est d'accomplir les objectifs suivants avant la fin du jeu. Alors, le premier, c'est vaincre le dragon légendaire, qui se trouve dans le volcan, mais pour ça, il faut le trouver. Ensuite, chaque joueur doit s'être échappé par une sortie secrète. Ensuite, chaque joueur doit avoir un équipement magique complet. De plus, les joueurs doivent avoir collectivement un ensemble magique complet. Casque, armes, sandales. Alors, par exemple, un joueur, il va falloir se débrouiller tout seul pour monter un casque, pour monter une arme et pour monter une sandale, quoi. Quand je dis monter, ça veut dire en fabriquer. Et en plus de ça, avec les schémas magiques correspondants,
pour les présenter au shogun. Donc, ces objectifs devront être atteints dans une certaine contrainte de temps. À un joueur, on aura 25 tours plus 8 tours finaux, hein, vous verrez après dans le détail. Et de 2 à 6 joueurs, on aura 20 tours et les 8 tours finaux. Après, il y a des options de jeu autres qui sont très intéressantes. On peut rajouter des jetons aventure pour pimenter le tout, les plateaux de joueurs asymétriques ou symétriques, et ensuite, ils ont aussi créé des scénarios, autant pour le mode coopératif que pour le mode compétitif et même pour le solo. Donc voilà, bon, il n'y en a pas énormément, mais franchement, c'est excellent pour rajouter du challenge. Alors à présent, on va commencer à s'intéresser au matériel du jeu, à commencer par ceci, les plateaux joueurs. Voilà, donc les plateaux joueurs se présentent comme cela, ici. Donc alors, il y a des plateaux, il y a une face symétrique, c'est-à-dire qui est la même pour tous les joueurs, hein, au niveau des options ici, il n'y a que la figurine qui va changer, et ils sont représentés par cette icône ici, voilà. Et ensuite, il y a le côté asymétrique qui lui est complètement différent pour chaque joueur. Alors pas tous les éléments, mais certains éléments, certaines options vont changer pour les joueurs. Alors il conseille dans le jeu, et moi aussi d'ailleurs je vous le conseille, au moins pour la première partie, pour apprendre les règles ou pour initier des joueurs, de partir sur le côté symétrique. Hein, voilà, ça permet de s'habituer au système de jeu. Bon, alors on va regarder en détail, ça c'est vite dit, on va regarder les différents emplacements. Donc ici, ce sont les emplacements des jetons actions qui vont permettre d'effectuer les actions comme vous l'avez deviné. Donc ici, ce sont les emplacements d'actions. Voilà, hein, les 3 actions principales que nous pourrons faire. Là, c'est explorer, se déplacer et collecter. Et ici, c'est une dernière action qui s'appelle reposer. Et en même temps qu'on fera un repos, on pourra fabriquer sandales, armes et casques. Cet emplacement ici, ces 3 emplacements ici, sont prévus pour recevoir des schémas magiques. Voilà, parce que certains éléments du jeu que l'on va pouvoir fabriquer deviendront magiques. Ces emplacements ici sont prévus pour recevoir les parchemins sacrés. Ça c'est très important dans le jeu. Rien que d'en parler, j'en suis tout moite. Ensuite, au-dessus ici, là, nous viendrons glisser des cartes équipements que nous pourrons collecter au fur et à mesure du jeu. Voilà pour les emplacements. Ici, ça, c'est un rappel de certaines possibilités dans le jeu, hein. Ça pour le moment ça vous parlera pas, donc je le dis pas. Ici, maintenant nous allons nous intéresser à ces emplacements. Ici ce sera l'emplacement pour fabriquer un casque. Ici ce sera l'emplacement des armes, voilà, avec un moine ici qu'il nous faudra poser pour débloquer cet emplacement. Au début du jeu nous commencerons uniquement avec cet emplacement. Ici, nous avons l'emplacement des sandales. Eh ouais, un samouraï sans ses sandales, c'est un samouraï sans ses sandales. Voilà. Ici, nous aurons l'emplacement du sac à dos, où nous allons pouvoir poser tout ce que nous collecterons, que ce soit des moines, des minéraux, du bois, des parchemins, autres. Voilà, nous allons pouvoir les poser ici. Et ici, c'est une extension du sac à dos débloquable si nous posons un moine dessus, ici. Voilà, donc là, nous venons de faire le côté, le plateau. On va s'arrêter là pour la découverte du plateau. Je vous laisse découvrir par vous-même le plateau asymétrique lorsque vous ferez l'acquisition du jeu. Alors on va s'intéresser au déroulement d'une partie avant de démarrer sur les actions des joueurs. Donc une partie se déroule en plusieurs phases, en plusieurs rounds on va dire, en commençant par le premier joueur et en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, toute la partie, hein, d'accord. Chaque joueur peut effectuer 2 actions. Voilà, à son tour, on peut effectuer 2 actions. Donc, il existe 4 actions, je vous les ai montrées tout à l'heure. Là, celle-ci, explorer, se déplacer, collecter ou se reposer. Alors, pour signifier que l'on va effectuer une action, eh bien, c'est simple. On aura nos jetons ici d'activation. Et, par exemple, on va dire, eh bien, voilà, moi, je vais explorer. Il est tout à fait possible de faire 2 fois la même action. Une fois qu'un joueur a fait ces 2 actions, eh bien, c'est au joueur suivant de jouer. Lorsque le joueur donc aura fini ces 2 actions, par exemple ici et ici, eh bien ce sera au jour suivant.
ensuite un autre joueur, et puis quand ça va revenir à lui, hein, vous allez me dire, ah ben, mais comment il va faire? Eh bien, en fait, soit là, il pourra décider de se reposer et de récupérer ses jetons actions pour une action, puisque c'est une action de se reposer, d'accord? Il pourra fabriquer éventuellement un des équipements situés ici, hein, casque, épée ou sandales, et ensuite il lui restera une action et il pourra la faire. Voilà. Ou alors, il pourra décider, s'il avait ces deux actions-là, qu'il lui en restait qu'un, de faire pour sa première action, ben, mettons l'action collecter, et ensuite, il fait l'action se reposer. Il récupère tous ces trucs, pardonnez-moi, tous ces jetons activation, et ensuite il peut également fabriquer s'il en a la possibilité. Voilà à peu près comment se déroule un tour d'une partie, et ce jusqu'à la fin de la partie. Alors maintenant on va s'attarder un peu sur le déplacement. Alors en faisant l'action de déplacement ici, voilà, je vais ici, là, eh bien, admettons, je peux me déplacer sur, voilà, ça c'est des petits standees. Je précise que j'ai la version retail, hein, boutique de Fujikoro. Bon, c'est bien. Voilà, hein, moi ça me suffit très bien. Voilà. Donc on peut se déplacer sur n'importe quelle case visible et disponible. Même sur la lave. Mais attention, si on va sur la lave, il nous faut absolument des sandales qui protégeront, qui nous protégeront des blessures que vont nous infliger la lave. Mais ça, on va le voir plus tard lors de la fabrication des sandales. Donc voilà, hein, on peut se déplacer n'importe où, on peut se déplacer sur les tuiles de temples sacrés, hein, qui vont être montées comme ceci. Ici, voilà, à l'intérieur, il y aura des parchemins, bien sûr, que nous allons chercher à refaire. Donc, une tuile de temple sacré, ici, c'est une seule case, d'accord? Et on peut s'y trouver à plusieurs héros, et elle est tout à fait neutre. Un dragon ne pourra pas pénétrer là-dedans, ainsi que sur la tuile de départ qui est ici, vous voyez, eh bien, un dragon ne pourra pas pénétrer sur cette tuile-là. Voilà, c'est ici que nos samouraïs sont tombés lors de l'effondrement de la caverne dans laquelle ils étaient rentrés. Donc cette tuile-là et les tuiles de temple sacré constituent une case. D'accord? Voilà. De là, on peut partir là, là, là. Donc admettons, je sois ici pour une action. Hop, ah oui, parce que ça c'est super aussi. J'adore. Les tuiles s'imbriquent entre elles comme un puzzle. Donc ici, voilà par exemple, eh pour une action de déplacement, je peux me déplacer de 1 à 2 cases. Voilà, hein, je pourrais très bien aussi faire ça. Aïe, 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 mais attention, si j'ai pas de sandales, ça va pas le faire du tout. Donc, on ne peut pas de toute façon se déplacer dans la lave sans sandales, parce qu'un samouraï n'est pas un fou. Il sait que s'il n'a pas de sandales, ben il va être assommé. Boum. Hein, et après, ben ça c'est moins rigolo. Donc, déplacement de 1 à 2 cases. Attention, toutefois, si nous pénétrons dans une tuile, où est-ce que je l'ai mise? Ben tiens, par exemple, celle-ci, là. Voilà, allez, viens ici. Voilà, ici, admettons que là, cette tuile soit posée ici. Vous voyez, ici, là, il y a... Hop, non, vous voyez pas. Ici, là, il y a l'icône d'un dragon. Donc, dès qu'on découvre une tuile comme ça, eh bien, on met le dragon dessus. Attention, parce que le dragon, lui, déjà, il se déplace de tuile en tuile, en mode coopératif, pas en compétitif. Si on pénètre ici, sur la tuile d'un dragon, le déplacement, il s'arrête immédiatement et on doit affronter le dragon. Voilà, hein, ça, nous verrons après comment se passe le combat. Si si mon déplacement m'amène, alors je vais le chercher, hein, pour que vous compreniez mieux. Le voilà, il arrive ici. Si mon déplacement m'amène à arriver ici sur la même tuile qu'un samouraï, on s'en fout. Par contre, en mode compétitif, on est là. Si mon déplacement m'amène à me déplacer sur la même case qu'un autre samouraï, alors première chose, il ne peut y avoir que 2 samouraïs sur la même case, hein, ça c'est important de s'en rappeler, très important. Et ensuite, si je me déplace sur une case, mettons que ce soit mon premier déplacement, il faut voir si je veux entamer un combat contre lui, en compétitif. Hein. Je le répète. Si, mettons, moi je dis non, je veux pas me combattre, eh bien c'est à l'autre samouraï de dire s'il veut combattre ou pas. Si lui, mettons, il dit ben non, je veux pas te combattre, donc là, à ce moment-là, je peux continuer mon mouvement. Voilà.
Hein. Si l'un des deux dit non, non, mais moi, si par exemple moi je te dis ben moi j'aime pas que tu sois là, je t'attaque, ou si lui dit ben moi je te laisse pas passer, je t'attaque, eh ben à ce moment-là le déplacement s'arrête, combat, d'accord? Après le combat, on pourra terminer si on n'est pas vaincu le déplacement. Voilà, ça c'est important. Je vous ai dit donc deux samouraïs sur la même case. Pas plus. Si, admettons, j'ai un autre samouraï qui est ici, d'accord, et il veut passer par la case où sont ces deux samouraïs, il ne peut pas. Voilà, parce que passer, forcément, il y a questionnement, combat, combat, donc dit arrêt. Donc non, ça ne se fait pas. Bon, alors on va s'intéresser maintenant à l'action explorer. Donc avant de parler de ça, je vais quand même un peu vous expliquer. Vous voyez ici, c'est la tuile centrale du volcan. On est à l'intérieur, hein, on n'est pas à l'extérieur. Ça là, ceci là, ce sont des bordures que l'on va placer comme ça, en les assemblant, et elles vont constituer le périmètre du volcan. Voilà, hein, il y en a 5, je crois, je ne m'en rappelle plus, attendez. Oui, non, il y en a plus que 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, donc ça fait quand même un grand volume, un grand plateau. Bon, ceci dit, cette tuile-là centrale, comme son nom l'indique, est placée au centre. Et en fait, on va poser toutes les tuiles qui seront autour de la tuile centrale seront des tuiles niveau 1. Voilà, d'accord? Donc, lorsqu'on explorera une tuile niveau 1, eh bien, ça veut dire que nous serons là et nous ne gagnerons rien d'autre que le fait de pouvoir prendre la tuile dans le tas des tuiles niveau 1, la retourner et la positionner dans le sens qui nous arrange et qui peut, en mode compétitif bien sûr, embêter un de nos copains qui serait ici, voilà, lui mettre une lave là, hein, pour un peu, je sais pas, hein, bon, il pourrait passer par là, vous me direz, mais bon, si nous après on arrive et qu'on se met là, on peut très bien le bloquer parce que s'il veut pas combattre, voilà, il sera embêté. Bref, voilà, hein, c'est l'avantage de placer nos tuiles comme on veut. On peut aussi tenir compte des symboles qui seront posés ici, hein, pour positionner notre tuile, parce que ça, pour l'action collectée, ce sera très utile. Donc voilà, où j'en étais, je me perds. Bon, donc, mettons, voilà, j'explore, je pose cette tuile, ça c'est bien, je ne gagne aucun point de victoire. Ensuite, autour de... Attendez, voilà. Hop, excusez-moi, je reviens. Donc autour, une fois qu'on a constitué ce premier périmètre là, voilà. Si, mettons, je me trouve ici, là, en bordure, là, je vais explorer. Et à ce moment-là, lorsque je vais faire l'action explorer, bon, mais toujours pareil, en mettant, hein, c'est important de le dire, bim, ici, sur mon jeton sur l'icône exploration ici, eh bien là, je vais explorer les tuiles de niveau 2. Voilà. Hein, puisque ça, c'est le premier niveau, et ensuite, le deuxième cercle, c'est du niveau 2. Et là, vous voyez, celle-là, par exemple, elle ferait pas rigoler si elle tombait, hein, niveau 2, voilà. Et là, à ce moment-là, on gagnerait un point de victoire. Alors, pour s'en rappeler, c'est inscrit au dos des tuiles. Hein. Vous remarquerez que le dos des tuiles au niveau 1, il n'y a rien. Là, il y a un point de victoire que l'on mettra sur la piste des points de victoire qui sont tout le tour sur la version boutique, tout le tour ici du plateau. Voilà, on aura un pion à notre couleur. Moi, en l'occurrence, je suis Takeko, et donc je suis violet, j'aurai mon pion ici que je déplacerai sur la piste en fonction des points de victoire gagnés. Voilà. Donc ensuite, vous vous doutez bien que si une fois posée, bon, celle-là, elle n'est pas très bien tombée pour l'exemple, voilà, ici, là, voilà, troisième tuile, là, voilà. Donc je fais l'action explorer. Donc là, niveau 1, niveau 2, deuxième cercle, et puis niveau 3, troisième cercle. Et bien là, dès que vous explorerez une tuile, comme ceci, eh bien vous la retournerez et vous gagnerez 2 points de victoire. Et je vous rappelle qu'on place les tuiles comme on le souhaite sur le plateau. Il faut savoir que les temples ici font partie de la troisième, en gros, de la troisième rangée. Ça tombera toujours comme ça. Hein, voilà, il y aura je vais essayer de vous trouver ça pour voir si j'arrive à le trouver. Oui, bon, allez, ici, vous voyez, il y aura, admettons, un temple positionné comme ceci, là, voilà. Là, il va y avoir des tuiles qui vont arriver, hein, d'accord. Mais bon, voilà, ils sont inclus dans le cercle. Et ces temples, les 4 temples sont aux points cardinaux du plateau. Voilà, donc ça c'était pour les différents niveaux d'exploration. Donc niveau 1, pas de point de victoire. Niveau 2, 2 points de victoire. Niveau 3,
3 points de victoire. Donc ça, c'est une chose. Lorsqu'on doit explorer, hein, on continue là-dessus. Mettons, j'explore, je suis ici, bim, je retourne la tuile niveau 2, je la positionne comme j'ai envie. Bon, ben, on va dire ici, hein, voilà, très bien, là. Eh bien, vous voyez ici, là, des icônes. Eh bien, lorsque on va explorer, eh bien, à chaque fois que l'on va tomber des icônes, comme ceci, eh bien, on va placer des jetons. Donc, il y a des jetons de niveau 2, des jetons de niveau 1, des jetons de niveau 3. Hein, ça, je ne sais plus, tiens, mais il n'y est pas. Il n'y est pas, il n'y est pas, il n'y est pas. Ouais, non, attendez, excusez-moi, hein, c'est les aléas du direct, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, bon, là je viens de trouver un niveau 2 et un niveau 3. Donc il y a des jetons hexagonaux et des jetons carrés. Les jetons hexagonaux, on ne les place qu'à partir d'un certain nombre de joueurs, c'est-à-dire de 5 à 6 joueurs. Hein, ils contiennent plus de ressources. De 1 à 4 joueurs, on va placer ces jetons carrés. Donc, eh bien, ici, on va placer un jeton ressource face visible, là où eh bien il y en a besoin. Admettons, j'ai exploré d'ici, je sois allé sur cette tuile, non, j'étais ici, je fais l'action explorer, je pose cette tuile-là, hop, voilà, ici comme ça. Eh bien, ici, vous voyez, il y a un jeton hexagonal. Eh bien, je ne vais pas le poser, hein, parce que je joue en solo. Je vais poser par contre celui-ci, qui est carré. Là, je vous le montre un peu plus près. Voilà, ici carré, ici hexagonal. Donc là, voilà, je vais poser face visible le jeton, qui va forcer, bien entendu, me servir à aller après chercher des ressources. Hein, ça, vous vous en doutez. Donc là, voilà, c'est un jeton niveau 3. Alors attention, hein, les jetons niveau 3, niveau 1, niveau 2 correspondent forcément aux tuiles. Hein. Là, j'explore une tuile niveau 2, je vais y placer un jeton niveau 2, d'accord? C'est important de pas oublier, mais ça se fait lors de la mise en place, on n'oublie pas en général. Voilà, ici, c'est un emplacement vert. Ça, c'est un emplacement pour les jetons aventure. C'est un supplément, c'est un mode hein, qui est dans la boîte de base aussi, qui est très intéressant. Ouais, moi, je vous conseille de jouer avec direct. Voilà, ça donne des bonus différents. Et puis bon, ben, c'est très intéressant. Donc voilà, si vous jouez avec ce mode-là, vous poserez le jeton dessus. Ici, là, ce sont des emplacements pour c'est des emplacements pour les parchemins sacrés. Et en fait, ces parchemins sacrés ont tous l'effigie d'un héros. D'accord? Là, en l'occurrence, moi qui suis Takeko, là, eh bien non, ce n'est pas moi. Voilà, hein, les deux parchemins qui sont inscrits ici, ce n'est pas moi. Si un parchemin de ma couleur était révélé, est-ce qu'il y en a un? Oui, j'en vois un là-bas. Voilà, ici, par exemple, là j'y suis. Eh bien, mettons que je sois ici, j'explore cette tuile niveau 1, je pose les ressources. Bon, alors bien sûr, je vais continuer à vous poser. Donc là, on voit l'effigie d'un moine. Eh bien, c'est un moine qui est ici. Si on peut, même, c'est bien d'aller les secourir. Hein. Ici, on voit là, pareil, un carré de ressources. On va le poser. Et ici, eh bien, je vois que c'est mon effigie. Donc, je prends là un de mes pions parchemin sacré que j'ai à côté de mon plateau joueur et je vais aller le poser là pour essayer d'aller le collecter. Voilà. Lorsque je vais le collecter, vous verrez ce qui va se passer dans l'action collecter. Pour le moment, ne nous mélangeons pas, nous sommes dans l'action explorer. Donc, quand on explore une tuile, on tient compte du niveau que l'on explore pour poser la tuile du même niveau. On retourne cette tuile, on la positionne dans le sens où on le souhaite, et ensuite, on pose sur cette tuile tout le matériel qui doit être posé pour bien voilà pour que l'exploration soit complète. Une ressource qui aurait été collectée sur une tuile adjacente. Ici, vous voyez, chaque fois qu'on va collecter, mais bon, on n'a pas vu l'action collecter. Mais dès qu'on collecte une ressource, par exemple celle-ci, là, je vais collecter ces ressources-là. Une fois que ça aura été fait, eh bien, hop, le jeton sera retourné. Admettons, moi, chaque fois qu'on va explorer une tuile adjacente, donc cette tuile va être prise, elle est adjacente à celle-là, on va la poser, on va mettre les pions ici, comme je viens de vous l'expliquer, face découverte, les ressources, elles n'ont pas été exploité encore, hein. Eh bien, toute tuile adjacente à une tuile qui vient d'être explorée, on va retourner face exploitable, face collectable, tous les jetons ressources qui étaient face cachée.
Alors une dernière précision quant à l'exploration, encore une fois, c'est la dernière, celle-ci. Eh bien, vous avez vu tout à l'heure qu'il peut y avoir des dragons. Admettons que, voilà, j'utilise ici l'action explorer. Allons-y, j'explore, là, voilà, bam, voilà. Eh bien, pareil, je vais positionner tous les pions qui doivent l'être en fonction du nombre de joueurs que nous sommes, hein, bien sûr, les jetons, ainsi de suite. Hein. Si par exemple il n'y a pas le joueur rouge, je n'ai pas son nom, qui participe à la partie, on va pas y poser son jeton parchemin sacré, c'est absurde. C'est chaque joueur présent qui va poser son propre jeton dessus. Voilà. Et ensuite, tiens, bam, vous voyez là, il y a un dragon. Eh bien, chaque dragon de quelque couleur que ce soit, il y a dragon rouge, dragon bleu, dragon vert, à ne pas confondre avec bégon rouge, bégon bleu ou bégon vert, d'accord? Ne connais pas avec ça. Donc c'est les dragons, c'est les dragons bleus, verts, rouges et bien sûr le dragon blanc. Mais bon là, voilà, il n'y en a qu'un. Mais bref. Eh bien à ce moment-là, on aura pris soin lors de la mise en place de mélanger ces petits jetons là comme ça, et on va en tirer un au hasard. Et ça va nous donner quel dragon va apparaître. Là, par exemple, c'est le dragon qui a 3 d'initiative. Nous verrons ça, c'est pour le combat, hein, vous vous doutez, et 7 points de vie. Et nous irons chercher, voilà, comme par hasard, je l'ai là, le dragon qui correspond à ce jeton. Voilà, ça c'est dans la version boutique, comme encore une fois. Mais franchement, c'est beau, ça suffit largement pour jouer 3 et 7, et nous irons le poser là. Alors, quand un dragon arrive sur le plateau en mode compétitif, bon ben tout est normal, il est là, il va pas bouger, il ne bougera jamais de la tuile, mais si un samouraï entre sur sa tuile, il y a combat immédiat. Voilà. Hein. Donc parfois, ça peut être très embêtant si on veut aller récupérer des objets qui nous intéressent. En mode coopératif, il va arriver sur le plateau accompagné d'un jeton ici endormi, parce que le dragon en mode coopératif, il va se déplacer lui. Donc on va lui placer ce jeton là endormi. Ce qui veut dire que lorsque lors du tour où le premier joueur va avancer le pion de décompte de tour, hein, voilà, chaque fois que le premier joueur démarre son tour, il avance le pion de décompte de tour. C'est comme ça qu'on sait où on en est. Eh bien, normalement, le dragon doit avancer. Eh bien là, non. Comme il est arrivé avec le statut endormi, il va juste retourner ce jeton-là côté éveillé. Voilà, c'est tout. À noter que quand il est endormi, il nous est toujours possible d'aller l'attaquer, hein, bien entendu. Mais du coup, il va se réveiller. Alors ensuite, une fois qu'il est éveillé comme ça, hein, d'accord, lors du prochain tour du premier joueur, eh bien, lorsqu'il va avancer le pion de décompte de tour, eh bien, tous les dragons, tous les jetons dragons qui seront sur le côté éveillé, bim, vont être retirés. Et là, ils vont pouvoir se déplacer. Alors, allons voir maintenant l'action collectée, hein, qui se trouve ici sur le plateau. Donc, toujours pareil, on déplace un jeton ici sur l'action collectée et on peut collecter sur la case sur laquelle on se trouve. Hein, c'est important. Je me trouve ici. Je ne vais pas pouvoir collecter ce jeton-là. Hein, on est bien d'accord ? Voilà, on collecte sur la case où on se trouve. Donc ici, par exemple, je me trouve là sur la case moine, eh bien je peux collecter ce moine et le poser, soit, c'est spécial les moines, soit je décide de le mettre ici, et là, à ce moment-là, ça me donnera une action supplémentaire. C'est très très intéressant, hein, du coup, voilà. Hein, j'aurai 4 actions, mais toujours en conservant 2 actions par activation. Je peux le mettre ici et à ce moment-là, ça va me décoincer un emplacement supplémentaire pour un parchemin sacré. Hein, vous allez voir ce que c'est. Parce que d'origine, on n'en a qu'un. Si je le mets ici, je vais débloquer sur mon plateau joueur le deuxième emplacement sac à dos, hein, pour stocker les ressources que je vais collecter. Je me disais aussi, ce plateau, c'est la symétrique. Ici, c'est le symétrique que je veux. Hein, voilà, donc nous avons vu ces 3 premières. Et ensuite, ici, j'ai un emplacement où je peux le mettre là. Et à ce moment-là, là, ça va débloquer ma deuxième arme. Ou alors la possibilité de faire une arme à 2 mains. Voilà. Hein, à quoi servent les moines? Donc, je peux collecter un moine. Je peux collecter, si je me trouve ici sur cette case, eh bien, je retourne... excusez-moi, sur cette case, normalement elle est face visible. Je vais me poser sur la case et je vais collecter les 3 ressources ou les 2 ou la ressource qui est écrite dessus ici. Je collecterai 3 bois, voilà, et à ce moment-là, je retournerai face cachée, hein, le jeton ressources. Donc les bois, hein, voilà, ce sont des petits cubes comme ceci, voilà. Et à ce moment-là, bien, je les poserai sur mon
l'emplacement de sac à dos. Voilà, donc ça peut se remplir très vite. À noter qu'un moine peut également, si on ne le veut pas, être posé dans le sac à dos. Hein. Il est prévu dans le sac à dos une ouverture spéciale pour qu'il puisse passer la tête et respirer. Hein. C'est important. Voilà. Il est à noter qu'une fois qu'un moine a été posé ici, vous voyez, si vous regardez, si on regarde un peu plus près, il y a un cadenas. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez posé un moine ici, ou peu importe, bon là c'est pareil, hein, ici, eh bien il ne peut plus être enlevé. Hein, voilà, il est là. Sa fonction maintenant est de dégager ici une place supplémentaire pour un parchemin sacré. Donc, on peut collecter des c'est fou, des schémas magiques. Donc, les schémas magiques, ils sont contenus ici, là, dans ces fentes. Ils seront posés, c'est des cartes que nous poserons dans les fentes des temples, ici, pour la collecte des schémas magiques, c'est marqué ici, ce sont des cartes, donc là, on peut en collecter de 1 à 2, hein, et les placer sur les emplacements de notre plateau. Voilà. Il est à savoir qu'on ne peut avoir sur notre plateau qu'un seul schéma magique sandal, qu'un seul arme et qu'un seul casque. Hein, voilà, donc on peut éventuellement échanger, si on a envie, ou défausser un schéma magique, mais on ne peut en avoir qu'un de chaque sorte. Donc on peut collecter des schémas magiques, des ressources, des moines et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des parchemins sacrés qui sont à l'effigie de notre personnage. Moi ici, voilà, mon personnage c'est Takeko. Je ne peux collecter uniquement que ceux qui sont à mon effigie et ainsi m'approprier sur le plateau de jeu une des cartes parchemin sacré qui seront disponibles. Donc je choisirai la carte parchemin sacré que je voudrais prendre et je la poserai ici à côté de mon plateau et l'effet qu'elle me donnera sera désormais actif. À noter que si je n'ai pas de moine, je ne peux en posséder qu'un. Hein, voilà. Ils sont assez puissants, ils donnent des avantages très importants. Alors c'est important de savoir qu'à chaque fois qu'on va collecter un parchemin sacré, donc et qu'on va le positionner ici, on va gagner 3 points de victoire. Hein. On peut tout à fait défausser un parchemin qu'on avait à notre position, l'enlever et le remplacer par un autre. Dernière précision pour les parchemins magiques, hein, je vous l'ai peut-être pas dit, donc je reviens dessus. Le jeton que l'on aura pris ici, mettons, hein, si je me trouvais sur la case. Où est-ce qu'il est passé, mon petit? Là, voilà, ici, là, sur la case ici. Là, je prends le jeton, bien sûr, et je le pose dans mon sac à dos. Donc, vous voyez, ça va quand même prendre pas mal de place entre les ressources là que je vais mettre, éventuellement un moine que je vais mettre ici. Ça, on a vite le sac à dos plein. Donc, c'est peut-être bien de penser à ajouter ce moine-là pour agrandir notre sac à dos. Donc, tant que j'ai le jeton ici, parchemin sacré, eh bien, je peux posséder ici le parchemin sacré que j'avais décidé. Voilà. Donc, je ne suis pas obligé, lorsque je vais ramasser un autre jeton parchemin sacré, je vais le poser ici, ça c'est obligatoire, si je peux prendre, comment dire, si j'ai la possibilité de poser le deuxième. C'est important de se rappeler que le nombre de jetons parchemin doit correspondre au au nombre de parchemins sacrés que l'on a. Donc là, maximum, on ne peut avoir que 2 jetons parchemin sacré. Mais le fait d'en collecter un, si vous voulez, sur le plateau de jeu, bien qu'on en ait un ici, si par exemple je me trouve ici là-bas sur la case et que je le collecte, ça va me permettre donc de défausser celui-là puisque j'en ai déjà un et que je n'ai pas déverrouillé cet emplacement. Hein, ça va me permettre, donc je défausse ce jeton-là, mais d'aller rechercher dans l'emplacement où seront positionnés les parchemins sacrés, des parchemins qui m'intéresseraient plus et défausser celui que j'avais là, voilà, pour le remplacer par le nouveau, voilà, sans changer ici celui-ci. Voilà, c'est fini pour les parchemins sacrés. Donc le sac à dos donc va contenir tous les éléments que l'on a. Il faut penser que samouraï n'abandonnera jamais un parchemin sacré, un schéma magique ou même un moine. Hein, 2 exceptions près. Bon, c'est celle que je viens de vous expliquer pour échanger un parchemin ou pour jeter ou envoyer un moine héroïque contenu dans notre sac à dos. Mais ça, nous allons le voir lorsque nous allons parler des combats.
Allez, on passe maintenant à l'action se reposer. Donc l'action se reposer, comme j'en ai déjà parlé, dans cette configuration-là, un samouraï ne pourrait pas se reposer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas au moins un jeton d'activation posé sur une de ces actions. Voilà, c'est très simple, hein, d'accord? Là, à partir du moment où on a un jeton posé, on peut faire l'action de se reposer. Voilà, ça c'est la base. Hein, on peut très bien terminer comme ça, et puis au début de son prochain tour, eh bien, se reposer pour la première action, hein, et faire ensuite une deuxième action. Voilà, ça c'est l'action de se reposer, qui est inscrite ici. Voilà. Avec l'action se reposer vient une autre action, c'est l'action fabriquer. Donc, lorsqu'on décide de se reposer, on va avoir la possibilité de fabriquer un objet, soit un casque, soit une arme, soit des sandales. Un seul objet par phase de repos et de fabrication. Donc, d'accord? Sauf cas, je pense que je sais plus si c'est des schémas magiques ou si c'est des parchemins sacrés, je me rappelle plus. Ou alors des pions, des cartes équipement. Il me semble qu'il y en a qui donnent cette possibilité-là. Et puis dans les pouvoirs asymétriques de certains héros qui permettent de faire deux objets. Bon, mis à part ça, la règle c'est un seul objet, point barre, un casque, une arme ou des sandales. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que la fabrication? Eh bien, la fabrication va consister à déplacer, admettons, des cubes ici. Je vais en prendre quelques-uns là. Là, là, et là, voilà. Tiens, on a trouvé beaucoup de bois, hein. Voilà, tiens, allez, trop de bois là. Voilà, on va essayer de faire l'équité. Et puis mettons que par exemple ici, on est déjà posé là. Bon, alors voilà, ce que va être fabriqué, c'est le fait de déplacer autant de cubes. Mettons, je dis, je vais fabriquer un casque. De faire ce que je veux ici, de réarranger mon casque comme je le veux, déplacer les cubes comme je le veux. Alors, la construction d'un casque, les cubes n'ont pas besoin de se toucher. Voilà. Hein. Contrairement à l'arme qui, elle, les cubes doivent être obligatoirement adjacents. Voilà. Un casque, lui, non. Aucun problème. Ça, par exemple, si c'est comme ça, eh bien, ça peut être considéré comme un casque. Donc, les cubes que je vais poser sur mon casque, sur mon arme ou sur les sandales ont des pouvoirs de défense pour le casque et les sandales et une force d'attaque pour les armes. Donc là, en ce qui concerne le casque, il faut savoir qu'un cube de bois va absorber 1 dégât, un cube de métal va absorber 2 dégâts, une dent de dragon, s'il y en avait une de posée, eh bien, va absorber jusqu'à 2 points de dégâts. Et un cube magique, lorsque j'ai créé une arme magique, mais ça nous y viendrons après, qui serait posé sur mon casque ici, par exemple, voilà, eh bien, rendrait mon casque, le cube magique absorberait 4 points de dégâts. Donc ça, c'est super intéressant, parce que, voilà, si on arrive à avoir un casque qui nous protège, c'est notre seule défense contre les attaques, soit de samouraï en compétitif, et de dragon, ou soit de dragon en coopératif. Une fois que notre casque ne peut plus absorber de dégâts, eh bien, on est assommé et on perd un point de vie. Voilà, un samouraï a 2 points de vie. Mais ça, nous y viendrons au combat. Voilà en quoi consiste l'action fabriquée. Donc, je vous ai montré comment fabriquer un casque. Ensuite, on peut fabriquer les sandales. Eh bien, les sandales, c'est pareil. Admettons que j'ai déjà un cube ici, voilà, et que j'ai ces cubes en réserve. Là, ici, dans mon truc. Donc là, vous comprenez un peu mieux l'utilité éventuelle de débloquer le sac, le sac avec un moine, parce que si, mettons, vous aviez récupéré un parchemin magique ici, un parchemin sacré ici, ben voilà, déjà lui, il vous en occupe une place. Vous voyez, c'est donc bon, il va falloir réfléchir à comment vous allez faire, mais ça, vous le verrez. Vous le verrez dans le jeu. Donc, on peut créer des sandales aussi, donc fabriquer des sandales. Alors, il faut savoir qu'une paire de sandales, bon, ben, mettons, je décide de la construire comme ceci. Voilà, ça, c'est ma paire de sandales. Donc, à partir du moment où la paire de sandales contient 3 cubes, eh bien, c'est marqué ici en rappel, elle nous offre un déplacement supplémentaire. Ça, c'est intéressant. N'oubliez pas, le déplacement, c'est 2, c'est marqué ici, de 1 à 2 cases. Eh bien, avec une paire de sandales au complet, ça nous rajoute un déplacement de plus. Voilà, donc on peut
À quoi vont-elles servir? Les sandales vont servir à se déplacer sur la lave. Il faut savoir que lorsqu'on se déplace sur une case de lave comme ceci, eh bien, elle inflige 5 points de dégâts. Il faut être capable de les absorber, sinon on ne peut pas s'y déplacer. Il est totalement interdit, de toute façon, sandales ou pas, de s'arrêter sur une tuile lave. Vous comprenez bien? C'est de la lave, hein? Donc, on fond. Voilà, donc admettons que là, la paire de sandales, vous marchiez sur la lave. On a vu tout à l'heure que c'est exactement la même résistance pour le casque. Le cube de bois absorbe 1 dégât, celui-ci absorbe 1 dégât, celui-ci absorbe 2 dégâts. Donc là, par exemple, si je vais marcher sur la lave avec ça, je prends 5 dégâts, je n'en absorbe que 4. Donc mes sandales sont détruites, je défausse les cubes. Je ne les repose pas dans mon sac, non, je les défausse et je prends un point de dégâts. Dans ce cas-là, je suis assommé et je repars de là où j'étais, je reviens là où j'étais avant de me déplacer et je suis couché au sol. Maintenant, on va regarder si nous voulions, par exemple, fabriquer une arme. Eh bien, pour fabriquer une arme, déjà, l'arme va servir à attaquer, hein, soit un samouraï ou un dragon. Donc, au début de la partie, sur le plateau symétrique, donc, on a uniquement ce côté-là de disponible. Donc ici, nous ne pouvons construire qu'une arme à une main, appelée une arme normale. Pour pouvoir construire une arme à 2 mains ou alors une seconde arme à une main, il nous faut poser un moine ici pour déverrouiller cet emplacement. Et à ce moment-là, construire la seconde arme ici. Donc une arme à une main quand l'on démarre peut contenir, c'est rappelé ici, maximum 8 cubes. D'accord? Au total, hein. Au total. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais décider de faire ceci, là, voilà. Là, tiens, on va lui mettre une dent de dragon. Là, 5, 6, par exemple, pour faire la garde, 6, 7, et tiens, je vais innover, je fais ce que je veux après tout. Voilà. Là, tiens, ou comme ça, tiens, voilà. Là, nous avons une jolie arme qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je respecte le maximum, mon arme est valide. Voilà. Parce que pour être valide, une arme a besoin de contenir au minimum 2 cubes, hein, de bois, qui en réalité sont comment on appelle ça, la fusée de l'épée. Hein, c'est le manche, quoi, si vous voulez. Je crois qu'on appelle ça la fusée. Ouais, il me semble. Bref, le manche. Voilà. Une arme qui ne contient pas, et c'est marqué ici, hein, une arme à une main, hein, qui ne contient pas minimum 2 cubes de bois, n'est pas une arme valide et ne peut pas servir en combat. Voilà. C'est simple, hein. Attention à ça, c'est important, parce que lorsqu'on va combattre, les armes peuvent se dégrader et nous allons sans doute perdre certains cubes. Alors attention, quand on va enlever les cubes, de toujours penser qu'une arme ne peut être valide que si elle a au minimum 2 bois. Ici, ça, c'est une arme valide. Voilà, hein, c'est comme ça. Je peux encore taper avec mon truc du moment que je peux la tenir à la main. Bon, là, je ferai pas beaucoup de dégâts. Hein, je lancerai un dé gris et 2 dés marrons. Hein, c'est bon, voilà. Les 2 dés marrons, c'est pas très très fort. Alors là, par exemple, admettons que nous ayons posé un moine ici. Nous avons déverrouillé ce côté. Là, on peut tout à fait fabriquer une arme à 2 mains. Voilà. Donc une arme qui va contenir maximum 12. Alors attention, c'est pas la longueur. Regardez sur la longueur, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? 8. Mais voilà, comme pour l'autre arme, eh bien, on l'a fait bien comme on veut. Mis à part qu'ici, eh bien, pour qu'elle soit valide en combat, d'accord, valide en combat, là, elle serait valide parce qu'elle a au minimum 3 cubes de bois qui constituent le manche pour la tenir à 2 mains. C'est écrit ici, en rappel, minimum 3, maximum 12. Donc, je peux très bien construire mon arme comme ça, voilà. Hop, très bien. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubes, 9 cubes. Eh bien, je peux encore en rajouter si j'en collecte ou si j'en ai ici encore, hein, bien sûr. Là, je peux encore en rajouter jusqu'à arriver à un maximum de 12. Donc là, je suis 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben tiens, je pourrais encore en mettre un. Ah, c'est bien, je viens de marcher sur une dent de dragon. Voilà, je la mets. Eh bien voilà, mon arme à deux mains est constituée et je suis prêt à taper. Il faut savoir que on le verra dans le combat. Allez, j'allais avancer un peu trop. Donc voilà, on peut avoir une arme à deux mains. Alors, c'est important de savoir que la longueur de l'arme va définir l'initiative. Ici, par exemple, on prend ma plus longue arme, donc j'ai une arme à deux mains, eh bien on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et voilà, 8, j'aurai 8 en initiative. Rappelez-vous, par exemple, un dragon tiré au hasard, le dragon bleu, avait 3 en initiative, ce qui voudrait que c'est moi qui porterai le premier coup. C'est très important l'initiative. On peut très bien aussi avoir, puisqu'on a déverrouillé ce côté-là, on pourrait très bien se fabriquer, à condition bien entendu d'avoir les ressources requises, 2 armes à une main. Hein, voilà, là. Hop, j'essaie de vous faire ça un peu proprement, mais un bout en bois, non, un bout en bois, c'est pas top. Là, voilà, peu importe comment elles sont, l'essentiel, c'est qu'elles aient au moins 2 cubes en bois, puisque c'est des armes à deux mains, à une main, pardon. Voilà. Mettons, je me suis fait ces armes-là. Eh bien, pour l'initiative, on va pas ajouter les 2 cubes. Non, on prend toujours la plus longue arme. Là, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 points bas. 5 en initiative. Mais par contre, je taperai avec 2 armes. Hein. C'est-à-dire, je jetterai d'abord les dés pour une arme. Je le dis avant de jouer. Bim, je jette pour cette arme. Et ensuite, je jetterai pour cette arme. Hein, ça, c'est parce qu'éventuellement, sur les dés qui sont ici, on pourrait obtenir ces signes-là. Donc là, ça voudrait dire que on casse un dé Metallica. Hein, donc on serait obligé de l'enlever. Et si on jetait tous les dés en même temps pour les 2 armes, on ne saurait pas quelle arme a perdu les dégâts. Donc il faut les jeter une après l'autre. Alors, il y a une règle quand même au niveau des armes illégales, eh oui. Donc, en fait, il n'est pas autorisé de fabriquer ou de garder une arme illégale, c'est-à-dire en ne correspondant pas aux règles citées ci-dessus. Par exemple, une arme avec trop de cubes de ressources, hein, c'est-à-dire que là, par exemple, sur cette case ici, comme c'est une arme à deux mains, maximum 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien, si j'avais rajouté, parce que ça me plaisait, puis parce que je trouvais que ça faisait joli, eh bien, ces cubes-là, ici, voilà, wow, moi j'ai une super arme. Non, je n'ai pas le droit, c'est interdit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si à tout moment de la partie, je me retrouve avec une arme illégale, je ne peux pas la porter. Voilà. Ou alors, il faut absolument que je la modifie. Donc, je reprends. Voilà, une arme avec trop de cubes comme cet exemple-là, une troisième arme qui soit au milieu, bon mais ça c'est interdit, 2 armes à une main dans la même grille, hein, c'est-à-dire si j'avais construit cette arme ici, là, non, c'est pas possible non plus, donc ça on n'a pas le droit de le faire. Ou une combinaison d'une arme à deux mains plus une arme à une main, ça c'est pas possible. Donc si une telle situation se produit sur mon plateau de joueurs, et que je ne suis pas en train de fabriquer une arme suite à un repos, eh bien je devrais retirer autant de cubes que nécessaire sans les réarranger, hein, afin de respecter les règles. Voilà. Ça peut arriver lorsqu'une arme est endommagée pendant un combat, ce qui fait défausser les cubes ressources. Et si une erreur, par exemple, est découverte plus tard dans le jeu, mettons, vous savez, des fois, ben, on joue chacun dans son coin, tout ça, puis il y en a un, il fait une connerie, il a pas vu, hein, par exemple, il a fait ça, il a pas vu. Et si, à un moment donné, dans le jeu, ben, un de ces, oh, il dit, qu'est-ce que t'as fait, là? Et bien là, il sera obligé de réarranger immédiatement l'arme, enfin, non, pas de réarranger, hein, c'est-à-dire qu'il ne peut pas déplacer des cubes sur son arme, non, il va être obligé de retirer des cubes jusqu'à la rendre licite. Alors, eh bien maintenant, nous allons passer sur les cartes équipement, hein, qui est c'est dans la continuité de l'action fabriquée. Eh bien, les cartes d'équipement sont celles-ci. Voilà, il y en a pour le casque, pour les armes et pour les sandales. En début de partie, il en est distribué une de chaque pour autant de joueurs qu'il y a dans la partie. Si je joue en solo, eh bien, je n'aurai qu'une carte casque, une carte épée et une carte sandale. Voilà, point barre. Admettons que ce soit celle-ci qui ait été tirée en début de partie. Eh bien, je vais devoir faire avec. Alors, ça va se passer uniquement, on va pouvoir acquérir une carte équipement uniquement lorsqu'on va faire l'action fabriquée après une phase de repos. Voilà. Admettons que je sois ici, ça fait un moment que je reluque ce casque-là, j'avais un peu prévu mon coup, je me repose, voilà, allez hop, action de repos, très bien. Et là, je suis ici, j'avais déjà mis un cube de bois, mon casque me protégeait de 1, hein, voilà. Et là, je décide
de fabriquer un casque. Donc je dis, j'annonce, je vais faire le casque. Donc là, en fait, je le fais comme je veux. Mettons, je vais le faire comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, tiens, je vais y mettre, voilà, une pointe là, comme ça. Eh bien, regardez, à partir du moment où vous voyez ce schéma, il y a 2 cubes de métal, 1 cube de bois. Eh bien, ici, on peut pousser celui-là, on voit 2 cubes de métal et 1 cube de bois, voilà, qui sont agencés de la même façon. Hein. J'aurais très bien pu décider de les faire comme ça, peu importe, du moment que la forme y est. Hein, voilà. Ici, c'est pareil. Voilà, la forme y est. Ici, 2 cubes de métal, 1 cube de bois, 2 cubes de métal, 1 cube de bois. Peu importe qu'il y ait celui-là en plus, la forme est là. Et bien, à ce moment-là, je peux, à ce moment-là, dire, hop, je récupère la carte équipement, et je vais décider de la placer sous une de mes actions. Voilà, ici, ici ou ici. Par exemple, bon, on va dire que on va aller au plus simple. Elles offrent toutes un bonus une fois qu'on les a récupérées. Ici, ça va me rajouter une ressource. Ici, une ressource de métal. Ici, ça va me rajouter une ressource de bois. Voilà. Ça, ce sont les casques qui rajoutent des ressources. Hein, voilà, ce sont les avantages que donnent les casques. Ici, les armes donnent cet avantage-là. Ça permet de faire... Attendez, que je me rappelle. Je peux regarder la première tuile volcan de n'importe quel niveau. Et puis ensuite, je peux partager l'information, surtout en mode coopératif, hein, parce que voilà. Mais si j'ai envie, je le communique pas. Je fais ce que je veux. Voilà. Donc ça, l'arme donne ce bonus. Elle donne aussi également, en même temps que ce bonus, lorsque je vais la placer, je gagnerai un point de victoire immédiat. Point barre. Hein. Là, c'est pareil. Ici, c'est pareil, c'est la même action, se déplacer, 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 voilà, déplacer et déplacer. Ok? Ça, c'est ce que donnent les bonus d'armes. Alors, la seule différence qui est entre elles, c'est quelles armes. Donc ça peut orienter la fabrication. Si on joue en solo et que j'avais envie, moi, de me trimballer avec une arme à deux mains, ben, la seule carte équipement qu'il y a dans le jeu, puisque je joue tout seul, c'est une arme à deux mains. Deux armes à une main, pardon, je ne sais pas si je vais la poser, parce qu'il faut savoir une chose, une fois qu'une carte équipement est posée, eh bien, on ne la remplace pas. Hein, voilà. On ne la remplace pas. Et si jamais, à un moment donné, ouais, remarquez ce que je suis en train de vous dire, si jamais, à un moment donné, eh bien, les formes que j'ai obtenues, bon, on va repartir sur le premier casque que j'étais en train que je vous avais fabriqué. Si, mettons, je le place ici. Donc, on va y aller tranquille. Je suis en train de sauter les étapes. Vous avez compris les bonus qu'il donne. Je ne vous ai pas fait, je ne vous ai pas montré les bonus que donnent les sandales. Eh bien, les sandales, elles rajoutent un mouvement supplémentaire. Hein, voilà, tout ça. Il n'y a pas d'exception. Hein, c'est tous les mêmes pouvoirs. C'est uniquement les formes qui changent pour pouvoir les obtenir. Donc en fait, j'étais en train de vous dire une bêtise par rapport à l'arme. Admettons, on reprend. J'ai construit donc ce casque ici. Oui, en effet, ça correspond, c'est bon, on valide. Allez, très bien. Donc je peux la mettre sous une de mes actions. On va dire que là, l'action collectée correspond quand même pas mal. Ça veut dire que ça me rajoute un métal à chaque fois que je vais faire l'action sous laquelle la carte sera posée. Mais je peux aussi décider qu'à chaque fois que je vais me déplacer, je vais collecter un métal. Ou qu'à chaque fois que je vais explorer, je vais collecter un métal. Ça, c'est moi qui décide. Bon, mettons, je dis, je vais le faire là. Mais bon, non, allez, je vais le mettre là. Voilà, ici. Donc, en fait, hein, vous rappelez-vous, je l'ai obtenu parce que j'avais fait la forme ici. Mais là, la forme est masquée. Voilà. Si à un moment donné dans la partie, eh bien mon casque change de forme comme ça, eh bien je ne perds pas la carte, je la garde. Voilà, c'est fait, c'est fait. On ne peut pas la défausser, on ne peut pas la changer, on ne la perd jamais. Voilà. Donc c'est un choix qu'il faut faire et ne pas se tromper parce qu'on va le garder là toute la partie. Si en fait en cours de partie on se dit ah j'aurais dû le mettre en déplacement, ça, ben c'est trop tard. Voilà, c'est fait. Donc pareil pour les armes. Hein, admettons, ici, je suis en train de faire, donc je viens de me reposer. Hein, je construis mon arme. Hein, et bien voilà, hein, je suis là. Hein, j'ai du bois. Ah non, je peux pas reprendre un truc. Bon, mais mettons, j'avais du bois, hein, parce que moi je suis quelqu'un de prévoyant. J'ai toujours un peu de bois avec moi. Et bien voilà, pareil. Hein, je fais ça. Ici, je mets ces deux métaux. Je peux faire cette arme-là, hein, puisque j'ai débloqué. Et puis là, j'avais ça. Hop, hop, hop. Attention, voilà. Là, je viens de faire l'arme. Et si, oui, c'est celle-là. C'est bien celle-là.
On est d'accord. Parce qu'il y a au manche 1, 2, 3, là, voilà, on a le manche. Ici, on a 1, 2, 3 métaux et une dent de dragon. Donc c'est bon, ça correspond. À ce moment-là, je prends la carte et puis je la mets où je veux. Donc celle-là, je vais gagner un peu de victoire immédiatement. Et ensuite, eh bien, je vais décider de la mettre soit à explorer, soit là. Bon, ben, mettons, je la mets ici à explorer. Et voilà, vous avez vu, on augmente et ça nous donne des capacités supplémentaires au fur et à mesure. Donc une chose que je ne vous ai pas dit, puisqu'on est encore un peu dans l'action quand même de fabrication, si à un moment donné je veux prendre un cube et le remettre dans mon sac, comme ça, je peux le faire lorsque je fabrique, mais à ce moment-là, je vais être obligé de perdre une ressource. C'est-à-dire que pour un cube que je vais poser ici, eh bien, je serai obligé de perdre un cube identique et le défausser. Donc, si je n'ai qu'un cube de bois à mettre ici, je veux le faire, eh bien, je ne peux pas. Voilà, parce que je n'ai pas la même ressource à dépenser et à défausser. Ouais, il y a toujours des chutes quand on essaie de bricoler, on casse toujours un peu de choses. On va passer à présent au schéma, cartes de schéma magique. Voilà, donc les cartes de schéma magique, ce sont celles-ci. Pareil, il y en a pour les armes, hein, voilà. Il y en a pour les casques, hein, voilà, pareil, de formes diverses. Hein, c'est toujours ça qui les différencie. Hein, souvent, ce sont les formes. Voilà. Donc forcément leur protection aussi. Et puis bien les sandales. Hein, voilà. Donc là, les sandales, il y a du balèze. Il y a du balèze, il y a du balèze. Alors, comment est-ce que ça marche? Eh bien, les cartes de schéma magique, comme je vous l'ai expliqué, on peut aller les chercher lorsqu'on est sur une tuile de temple et que l'on fait l'action collecter. Voilà, donc à partir du moment où on collecte, on peut prendre jusqu'à 2 cartes. Hein, donc on peut prendre carrément le tas. Il faut savoir que durant la partie, ce tas qui est ici, là, hein, dans le temple, eh bien, on peut le consulter à tout moment, n'importe quand, pour voilà, se rappeler. Ouais, c'est quoi ça? C'est une épée, d'accord, il me faut faire ça pour pouvoir la voir. Qu'est-ce que je suis le plus proche à faire et tout. Bon, voilà. Donc, on peut aller dans les temples et collecter jusqu'à 2 cartes. Voilà. Il faut savoir que tous les temples ne seront pas composés des mêmes cartes. Bon, admettons que sur celui-ci, il y ait ces 3 cartes. Eh bien, je peux en prendre jusqu'à 2. De 1 à 2 cartes. Admettons que je décide de prendre ces 2. Voilà, c'est très bien. Allez, ok. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh bien, je vais prendre ici ces jetons là qui correspondent, vous voyez, il y en a un pour les sandales, il y en a un pour les casques, et il y en a un pour les épées. Eh bien, ces jetons là, j'ai pris une épée moi et une sandale, une paire de sandales. Eh bien, je vais aller prendre une épée et une paire de sandales et je vais les mettre dans mon sac à dos. Encore quelque chose qui va prendre de la place. Voilà, hein, vous avez compris, ça se remplit vite un sac à dos. Alors avant de pouvoir construire un truc comme ça, si on a trop d'éléments, donc bon, c'est fait, hein. Je pose à côté de mon plateau ces cartes ici à leur emplacement respectif. Voilà. Et puis ça, voilà, je vais me balader. Admettons qu'à un moment donné, je viens de me reposer, je fabrique, eh bien, voyez-vous, ça, ici, là, j'en étais pas loin, hein, j'en étais pas loin. Ici, voilà. Qu'est-ce qui me manquerait? Eh bien, voilà. Alors, il me manquerait de réassembler. Donc, admettons, je ne peux pas aller prendre là-bas. Hein. J'ai dit que je faisais l'arme. J'avais un cube de bois ici supplémentaire. Hop, voilà. Ah, mais non, vous allez voir. Même avec celui-là, ici, voilà. Admettons qu'à un moment de la partie, voilà, j'arrive à me débrouiller et à faire correspondre mon arme. Hein. Donc, même si, toujours pareil, elle a quelque chose en plus. Hein, on est d'accord, c'est pas grave. À partir du moment où le schéma est reproduit, ici, on voit que c'est le même que ce qu'il y a là. Hein, voilà, on le voit bien. À part que, bien sûr, j'ai un cube dans le dragon ici en plus, mais c'est pas grave, le schéma est là. Eh bien, mon arme devient magique et je vais lui poser un cube ici sur l'arme. Alors ça, pour les armes, qu'est-ce que ça fait? Eh bien déjà, c'est marqué ici. Ça va me rajouter plus 4 en initiative. Alors c'est balèze, hein? Eh ouais, c'est balèze, parce que là, du coup, vous vous rappelez tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'ai 8 en initiative, plus 4, 12.
Et là, ça commence à devenir intéressant. Mais avant de construire sa magie, quand même, il va falloir jouer. Enfin, il faut faire quelques tours de, de plateau. Ça se fait pas comme ça. Il va falloir explorer et tout. Hein. D'accord? Bon, admettons, eh bien, je jette, je combats. Voilà, mon arme est magique. Je combats. On a dit qu'un cube, excusez-moi, un dé magique ne peut pas se casser. Mais admettons, je casse en jetant les dés, je casse deux dents de dragon. Allez, j'ai pas de bol, je casse mes deux dents de dragon. Hop, le schéma, mon épée ne correspond plus au schéma ici. Vous voyez? Eh bien, je perds le cube magique. Mais je ne perds pas le parchemin. Il est toujours là, d'accord? C'est le schéma magique reste à ma possession. Donc, si à un moment donné, eh bien, je reconstitue ça, eh bien, hop, il redeviendra magique. Vous voyez? C'est pareil. C'est pareil pour les sandales, c'est pareil pour le casque. Mis à part que le casque, eh bien, cela va être en défense. Hein, ça, on est bien d'accord. Donc, un cube magique. Ouais, il est beau mon casque. Hein. Allez, pardon. Bon, un cube magique, mettons que j'ai le schéma magique du casque à côté. Bon, mais là, attendez, on va parler de la sandale puisque je l'ai. Hein, voilà. Mettons que je prenne ce cube-là, je le mette là. Voilà, bim. Ah ben tiens. Ah non, c'est pas comme ça qu'il fallait que j'agence. Donc là, il me faudra un cube. Voilà, là, voilà. Ben, mes sandales deviennent magiques ici. Voilà, je les pose là. On est d'accord? Eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure hein, pour les cubes de défense, un cube magique absorbe jusqu'à 4 points de dégâts. Et là, ça change pas mal les choses. Hein? Là, par exemple, si je me déplace sur la lave, eh bien, bon, le cube magique va en absorber 4. Je vous rappelle qu'une lave, c'est 5. Malheureusement, je vais être obligé de défausser celui-là. Là, ça me ferait 6 dégâts de lave absorbés. Je peux pas faire la monnaie, hein, ça rend pas la monnaie. Donc, je serai obligé de défausser celui-ci. Et celui-ci, je le mettrai de côté. Si à tout moment dans la partie, bim, je remets un cube de métal ici, eh bien, bim, je redeviens magique. Parce que j'ai le schéma. Hein? D'accord? Et c'est pareil pour le casque. Lorsqu'on va m'attaquer, c'est exactement pareil. Alors, il est à noter que, par exemple, pour le combat, hein, si mon arme est magique, je vais jeter le dé magique. Le dé magique, c'est le plus puissant, hein, bien entendu. Il y a pas de face 0 et il va jusqu'à 4 dégâts. Donc, c'est quand même un plus hein, dans un combat, vraiment un plus. Euh, à pas négliger. Donc, il est à noter que dans le cas où je perdrais moi mon schéma magique, donc ça peut arriver en compétitif, s'il est dérobé par un autre joueur, est-ce qu'il y a d'autres effets qui me feraient perdre un schéma magique? Je ne sais plus. Eh bien, mon équipement, admettons que je perde ou que je me fasse dérober ce schéma magique, hop, ouais, tant pis, c'est comme ça. Ah oui, en coopératif, on peut s'échanger les schémas. Ah bon, admettons que j'échange un schéma magique. Donc on va refaire l'épée hein, qui était magique ici avec un dragon. Voilà, là elle est magique. Hein. Voilà, hop. Mettons, j'échange le schéma de l'épée avec un de mes amis samouraï, eh bien je ne perds pas de suite mon effet magique, puisqu'elle était fabriquée, elle a été magique. Par contre, si je venais à perdre un seul élément, même ne figurant pas sur le schéma hein, magique, hein, d'accord, une seule chose qui vient de modifier, admettons que lorsque j'avais construit, j'avais rajouté ça, voilà, et elle était déjà magique, mais bon, j'avais rajouté ça. Si à un moment donné, eh bien, cette arme perd même même un cube qui n'est pas dans le schéma magique, eh bien, je défausse ce cube magique. Et je ne pourrai pas le remettre puisque je n'ai plus le schéma magique de mon arme. Alors, ça peut arriver que l'on fabrique en même temps, mais bon, moi ça m'est jamais arrivé. Je le dis parce que c'est précisé dans la règle, que l'on fabrique en même temps un schéma qui corresponde au schéma magique et à un schéma de carte d'équipement qu'on a vu. Hein. À ce moment-là, on récupère les deux. Hein, voilà, ça devient magique et on récupère ça aussi. Ça, c'est tout à fait logique. L'un n'empêche pas l'autre. Donc pour récapituler, un casque qui serait magique, eh bien, il absorberait 4 points de dégâts supplémentaires grâce au cube magique posé dessus. Hein, c'est quand même pas négligeable. Une épée qui serait magique donnerait 4
d'initiative en plus, et jetterai le dé magique qui fait beaucoup plus de dégâts. Et des sandales qui seraient magiques, eh bien, peuvent absorber 4 points de dégâts lorsqu'on marche sur la lave. Voilà. Donc, et puis aussi, n'oubliez pas que dans le coopératif, c'est quand même un but d'avoir des équipements magiques, et puis ça rapporte énormément de points de victoire en fin de partie, si on arrive à aller voir le shogun avec des armes magiques. On a récupéré quand même des parchemins. C'est inestimable comme valeur. Intéressons-nous à présent au combat. Alors, un combat, c'est quand même relativement assez simple. Admettons, il y a deux cas de figure. En compétitif, deux samouraïs, comme je vous l'ai expliqué, se trouvent sur la même case. Et puis, un des deux décide que non, il y a combat, ils se combattront. Ou si, eh bien, en compétitif ou en coopératif, un samouraï entre dans la case d'un dragon. Voilà. Donc, quand il y a un combat entre un dragon, eh bien, à partir du moment où le combat, mettons, ce soit moi qui me déplace ici, bim, voilà, j'entre dans la case du dragon. À partir du moment où un combat dragon est lancé, si un autre joueur, que ce soit en coopératif ou en compétitif, veut se joindre au combat, il se signale et il rentre lui aussi pour un mouvement gratuit. Hein. Il suffit qu'il soit adjacent à la tuile, hein, parce que n'oubliez à la tuile et qu'une case soit disponible, hein, adjacente au dragon. Non, je dis une bêtise. Qu'une case soit libre sur la tuile qu'occupe le dragon. Hein, d'accord? Voilà. Il peut aussi très bien se trouver sur la même case qu'un samouraï. Déjà, à ce moment-là, ils vont pas se combattre, ils combattent le dragon. Hein, ils vont pas se combattre entre eux, d'accord? Là, ils sont vraiment occupés, et puisqu'ils sont sur une case du dragon, ils combattent le dragon. Donc, ça, c'est une chose, voilà, comment se déclare un combat, soit entre samouraïs, soit avec un dragon. La première chose à faire lorsqu'un combat débute, c'est de comparer l'initiative. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'initiative se mesure avec la longueur de l'arme, et ou si l'arme est magique, on rajoute plus 4 à l'initiative ici. Voilà. Donc, dans le cas de ce dragon-là, nous avons ici son initiative qui est de 6 et il a 4 points de vie. Bon, il n'est pas très costaud, mais quand même, en début de partie, ils peuvent être pénibles. Donc, admettons, moi, j'arrive ici, voilà, sur la case du dragon. On mesure l'initiative. J'ai 1, 2, 3, 4. Non, je suis pas magique, faut pas abuser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8. Lui, il a 6. Eh bien, moi, voilà, c'est moi qui vais taper en premier. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien, alors là, c'est un pur régal. Je compte les dés de mon arme. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 dés de métal. Je vais prendre mes 5 dés de métal ici. Voilà. Voilà, là, j'en ai 5. Je vais les mettre de côté. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 dés de bois. Waouh! Ceux qui aiment les dés, ils vont se régaler. Mais bon, c'est une arme qui est costaud. Hein. On n'a pas ça d'entrée. Hein. Ça, je vous garantis. Hein. Je vous garantis qu'on n'a pas ça d'entrée. D'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure. 5 dés de bois et un dé de dragon. Voilà. Alors imaginez ce que je lance. Donc on y va. On va essayer de faire ça en situation réelle. Allons-y. C'est toujours plaisant de lancer des dés et de faire des super jets, hein, vous savez. Voilà, c'est parti. Et là, maintenant, on va regarder ce qu'on fait. Eh bien, regardez bien. Je vais monter celui-là ici. Je fais exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Je lui fais 12 dégâts. Hein. Là, dans ce cas-là, il a 4 points de vie. Bon, autant dire que il est pas en forme. Mais il vient de se passer quelque chose. Vous voyez bien ici, j'ai des dés avec une icône épée cassée ici. Ce qui fait que en fait, j'ai un dé de bois qui va se casser, une dent de dragon qui va se casser, et un métal qui va se casser. Donc, ce qui fait que là, je vais être obligé directement d'enlever un dé de métal, un cube de métal, un cube de dragon, et un cube de bois. Voilà, donc mon arme, très bien, j'ai gagné, mais je suis obligé de défausser autant de cubes que de dés qui ont cette icône ici. Voilà. Et ça peut faire que, par exemple, une épée qui était magique, suivant, comme on l'a vu tout à l'heure, suivant le schéma, hein, ici, voilà,
là, elle est magique, eh bien, que sur une attaque comme ça, eh bien, elle ne soit pas, elle perde son cube de magie. Hein. Dans le cas où elle aurait été magique, lorsque j'ai jeté les dégâts, j'aurais jeté ça et j'aurais gagné 4 en initiative. Hein, rappelez-vous. L'avantage aussi de ce dé, c'est qu'il ne comporte pas, on ne casse pas la magie. On la perd, mais on ne la casse pas. Voilà, ça c'est dans le cas où un samouraï attaque un dragon. Si un samouraï attaque un autre samouraï, voilà, ils sont sur la même case, là, ils sont pas contents, eh ben ça va être pareil. On va comparer l'initiative. Dans le cas d'égalité, eh bien, c'est dans l'ordre du joueur. C'est-à-dire que si lui, c'est le premier joueur et qu'il attaque le deuxième joueur, si je ne m'abuse, c'est un cas d'égalité d'initiative, eh bien, c'est le premier joueur qui va gagner. Hein, si je crois, ou c'est le défenseur. Enfin, ça c'est à vérifier, c'est un détail à vérifier. Dans le cas où une égalité est faite avec le dragon, eh bien c'est le dragon qui gagne. Voilà. Si j'ai 6 et que lui il a 6, c'est le dragon qui attaquera en premier. Voilà. Alors pour l'initiative, il y a quand même quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. C'est la seule façon de pouvoir déplacer éventuellement des moines que nous aurions ici, soit dans le sac à dos ou soit sur des emplacements. Voilà, bloqués ici. Pour l'initiative, je peux décider de me servir d'un moine héroïque. Donc, en fait, au début d'un combat contre un dragon, mais pas le dragon légendaire, hein, pas le dragon blanc, là, comme ça, qui est très balèze, contre n'importe quel dragon. Donc en fait, en gros, le moine, il va soit prendre une ressource de notre sac, si on la lui donne, et puis bim, il va la jeter sur le dragon, là, tac, comme ça. Le dragon, il va regarder ailleurs, il va prendre les dégâts, on va jeter immédiatement le dé correspondant à la ressource qu'on vient de jeter, elle est perdue. Hein. Et puis, il va prendre les dégâts inscrits sur ce dé, hein, immédiatement, et puis il va regarder ailleurs, et là, l'initiative est gagnée. Voilà. Il n'y a même pas à comparer ni quoi que ce soit. On tape en premier. Voilà, ça c'est. Et par contre, le moine, lui, bien, va être enlevé du plateau et puis, hop, il disparaît quoi. Il s'est perdu en fait. Il est tellement parti à fond là, ouais, qu'en fait, il n'arrive plus à nous rejoindre et on le perd. Si jamais vous n'avez pas de ressources à défausser lorsque vous servez d'un moine héroïque, eh bien, il va tout simplement courir vers le dragon en hurlant et le distraire. Et le dragon va détourner le regard et ça va vous permettre de taper en premier. Alors, il faut pas oublier quelque chose quand même, c'est qu'à partir du moment où on va utiliser un moine, mettons, qui était, qu'est-ce qu'il fait là, lui, non, lui, il servait à rien. Voilà, par exemple ici, là, hein, ce serait stupide, mais bon, mettons, je prends ce moine-là, je m'en sers comme un moine héroïque, qui fait son truc, et nanani. Mais avant de résoudre le combat, là, je viens de perdre ça. Donc, bim, voilà, je perds tout ça. Et là, il faut que je réarrange, là, mon arme, là, parce que là, c'est un peu n'importe quoi, là, mon arme. Enfin non, elle pourrait taper. Elle a combien de cubes? 1, 2, 3, 4. Donc déjà, elle serait plus magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 maximum pour une épée et une main. C'est bon, je pourrais m'en servir. Mais bon, hein, voilà. C'est stupide de faire ça. Mais mettons, c'est juste pour vous expliquer que lorsqu'on enlève un moine d'un emplacement, eh ben, on perd ce qu'il était censé nous ouvrir. Hein, d'accord? Si j'enlève celui-là, je perds ce sac à dos là. Voilà. Donc, autant se servir, autant toujours avoir un moine dans son sac à dos éventuellement. Voilà, je sais pas, ça peut aider, ça peut servir. Voilà pour modifier quand même l'initiative. C'était important que que je vous en parle. Donc, on a vu le combat lorsque le samouraï attaque. Donc, admettons que le samouraï attaque, bim bam, le dragon est vaincu, eh bien, si le dragon est vaincu, tous les participants en mode compétitif vont gagner les alors non, on va y aller tranquille. Le dragon est vaincu. Tous les joueurs qui ont participé au combat et qui ne se sont pas retirés, hein, qui sont toujours conscients, donc pas assommés et qui ne se sont pas retirés, reçoivent les points de victoire indiqués sur le plateau, donc en mode compétitif. Ici, en haut du plateau, nous avons, je vous le présenterai après, des points de victoire liés au dragon que l'on vient de tuer. Vous voyez? Voilà. Là, par exemple, le dragon blanc, c'est 15 points de victoire. Le rouge, c'est 10. Le bleu, c'est 5. Et le vert, c'est 7. Et en plus de ça, ils reçoivent aussi une dent de dragon. Voilà. S'ils peuvent la prendre et la rajouter à leur sac, bien entendu. Alors, dans le cas où un samouraï perd le combat contre un dragon, hein, on est toujours contre le dragon,
Ça veut dire que son casque ben, est complètement détruit, il ne peut absorber aucun dégât, et puis voilà, hein, le samouraï est alors assommé, et son pion est couché sur le côté, sur la case dont il vient à l'origine. Hein. Voilà, moi j'arrivais d'ici, je suis allé là, bim, combat avec le dragon, je suis assommé, mon casque est détruit, je n'ai plus rien, eh bien je suis assommé, je tombe, je reviens sur ma case de départ, d'où j'arrive, et je suis couché sur le côté. Et au début du prochain tour d'un joueur, au début du prochain tour d'un joueur dont le samouraï est assommé, c'est-à-dire moi, au début de mon prochain tour, je vais pouvoir me réveiller et mon pion sera redressé. Voilà. Lorsque un samouraï est assommé, il ne peut pas être attaqué par un autre joueur. Donc lors d'un combat, c'est à savoir qu'un joueur peut se retirer du combat. Hein. Uniquement et vraiment uniquement que si son samouraï n'a plus d'armes en règle. Vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure lors de la construction de l'arme en règle. Je ne vais pas y revenir dessus. Voilà. Donc uniquement que si le samouraï n'a plus d'arme en règle car elle a été endommagée par le combat. Voilà. Donc là, à ce moment-là, je replacerai mon samouraï sur la case d'où je viens, hein, et je ne participe plus au combat. Voilà. Alors, un combat se termine lorsque le dragon est vaincu ou si tous les samouraïs impliqués dans le combat sont assommés ou se sont retirés. Donc, si l'initiation de ce combat était la première action du joueur actif et que son samouraï a survécu au combat, il peut continuer son tour normalement. Hein, vous avez compris, si je venais de faire une action déplacée ici sur mon plateau, je me déplace là, bon lui il n'est pas là, lui, hein, oh, là, je fais le combat bim bim, voilà, le dragon est vaincu. Un déplacement, c'était de 2, et en plus de ça, j'avais une chaussure, une sandale pleine. Je peux continuer mon déplacement. Hein, voilà, de 2. Et là, terminer l'action qui m'avait amené près du dragon. Alors vite fait sur le mode coopératif, lorsqu'un dragon est vaincu, eh bien plutôt que de recevoir les points de victoire comme dans le compétitif, eh bien l'ensemble des joueurs qui participaient au combat, hein, s'il y en a un c'est un, s'il y en a deux c'est deux, reçoivent des dents de dragon en fonction du dragon qui vient d'être tué. Un rouge 3, un blanc 4, un vert 2 et puis un bleu 2. Et ils décident chacun comment se les répartir entre eux. Lorsque le dragon attaque, hein, lui, forcément, il va attaquer en fonction de la force qui est marquée ici sur le panneau. Donc, on va prendre le compétitif. Est-ce que c'est la même chose? 1, 2, 3. Oui, c'est la même chose. Donc, il va attaquer, par exemple, pour le dragon bleu ici, qui était là à l'origine, il va attaquer, mettons que ce soit lui qui a eu l'initiative, il va attaquer avec les 3 dés de dragon. Hein, forcément, quand même, il ne faut pas déconner, il ne va pas attaquer avec des dés de bois, lui. Donc, il va jeter les dés, voilà, et on va infliger les dégâts. Bon, ben là, il fait que 2 dégâts. Moi, j'avais un casque qui était quand même pas mal comme ça, là. Eh bien, je vais décider, admettons, là, je vais décider d'enlever un dé de métal. Allez, voilà. Donc, j'absorbe les dégâts, et là, je peux continuer. Voilà, il réattaque. Voilà, ça ne veut pas le faire, il fait 2 dégâts. Bon, admettons que ça tombe sur une face comme ça. Voilà. Là, ça veut dire qu'il casse, il perd une de ses dents. Et à ce moment-là, eh bien, une dent de dragon, hein, un cube de dragon, donc un cube blanc, comme ceci, est donné à chaque participant au combat. Voilà. Donc, allez, c'est bien pour un mal. Par contre, voilà, il casse une arme et il fait 2. Hein. C'est tout le temps pareil, je pense. Hein, oui, c'est ça. C'est quand il casse, c'est sur un 2. Donc il mettra 2 dégâts, mais il va casser un dégât. Il va casser une dent. Dans le mode coopératif, c'est toujours pareil. Les participants au combat décident à qui va aller la dent de dragon. Alors on va maintenant regarder le combat entre samouraïs. C'est vite fait. Donc il y a quand même une chose qu'il faut savoir. Un dragon ne se déplace pas, hein, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, sur la tuile centrale, hein, il ne s'y déplace pas, donc ça c'est pour le coopératif, donc on ne peut pas combattre un dragon sur la case centrale, il n'y a pas de combat sur la case centrale, et il n'y a pas non plus de combat sur les cases de temple, hein. Voilà, ça c'est une règle
Point barre. Hein. Ni entre samouraïs, ni entre dragons. Il n'y aura pas de combat sur le centre et sur les cases de temple. Donc je vous ai expliqué que tout à l'heure que lorsque deux samouraïs se trouvaient sur la même case, c'est-à-dire qu'un des deux rentre sur la même case, pas si un des deux démarre son tour sur la même case qu'un autre samouraï, eh bien il ne peut pas y avoir de combat. S'il voulait en provoquer un, il serait obligé de faire 1, 2 et de re-rentrer dans la case et là de déclarer un combat, enfin d'obliger l'autre à se battre. Donc ça se passe de la même façon, on va comparer les initiatives, le meilleur, la meilleure initiative va commencer à taper. S'il y a égalité d'initiative entre les deux joueurs, eh bien en fait, ça y est, je sais maintenant, c'est en fonction de l'ordre du tour. Si par exemple, moi je suis le premier joueur, c'est moi qui viens d'initier, on est à égalité, eh bien de la gauche à droite, si c'est le troisième joueur ou le deuxième joueur qui combat contre moi, eh bien ce sera lui qui aura l'initiative. Voilà, en quelque sorte, on peut dire que c'est le défenseur qui a l'initiative en cas d'égalité. Voilà, parce que sinon c'est un peu tiré par les cheveux, je pense. Ouais, ça va. Donc, alors, on reprend le commantre des samouraïs. Donc, un joueur peut décider de se rendre uniquement que s'il se trouve sans arme utilisable après un lancer de dés. Hein, voilà, il vient de casser son arme, elle est inutilisable, donc il se rend, et voilà. Sinon, le combat, il continue jusqu'à ce que un des deux samouraïs soit vaincu. À ce moment-là, il est assommé et il sera déplacé sur une case adjacente sans lave, bien sûr, choisie par le vainqueur et couché sur le côté, hein, d'accord? Si c'était le tour du joueur vaincu, eh bien son tour prend fin immédiatement. Voilà. Hein. Donc toujours pareil, un samouraï assommé ne peut pas être attaqué et au début de son prochain tour, il se relèvera normalement. Donc, si un samouraï est vaincu ou qu'il s'est rendu, eh bien l'adversaire va pouvoir, en mode compétitif forcément, puisqu'en coopérative, on ne se bat pas entre samouraïs. Donc, si un des samouraïs est vaincu ou s'est rendu, eh bien l'adversaire va pouvoir voler un objet de son sac. Hein. Il va pouvoir voler un schéma magique, toujours en respectant ce que je vous ai dit, l'arme restera magique jusqu'à ce qu'un dégât, enfin un cube lui soit retiré, pareil pour le casque et pareil pour les sandales. Il peut lui prendre un moine uniquement que si le moine est contenu dans le sac, il ne peut pas prendre un moine qui soit bloqué ici ou le moine d'action ici. Voilà, il peut lui prendre un parchemin sacré, hein, ainsi que sa carte correspondante. Rappelez-vous, si j'ai un parchemin sacré ici, dans mon sac, où est-ce qu'ils sont passés par chemin sacré, je ne vois plus. Voilà, par exemple ici, ah ben tiens, il y en a un là, voilà, hein, j'ai le jeton et le parchemin, eh bien, si je me rends et que je suis vaincu, mon adversaire peut décider de me prendre les deux. Voilà. Si j'ai les deux de débloquer ici, hein, là, eh bien, il choisit lequel il me prend. Voilà, ça peut faire très mal. Ou alors, il peut choisir de me prendre un cube de ressources. On peut aussi décider de jouer en version pacifique, hein, mais autant jouer peut-être en coopératif à ce moment-là. Hein, voilà, moi sinon je vois pas trop l'intérêt. Allez, jetons un œil maintenant au plateau impérial. Donc ce plateau impérial, en fait, c'est celui qui va mesurer un peu tout ce qui va se passer après que les 30 points de victoire aient été acquises par un des joueurs. Je vous rappelle que les points de victoire, ils sont mesurés sur la piste qui est tout autour du, 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 du plateau de jeu, et lorsque un des joueurs atteindra, le premier joueur à atteindre, lorsqu'un des joueurs va atteindre 30 points de victoire, eh bien le décompte de tours va être lancé. Donc ce plateau-là, il sert un peu à ça. Donc en premier lieu, il sert en mode compétitif, ici vous voyez, l'icône compétitif, il sert déjà, comme on l'a vu tout à l'heure, pour donner les points de victoire et les dés en fonction des dragons différents. Hein, voilà. Ok ? Ensuite, il va servir aussi à mesurer la force du dragon, c'est-à-dire que lorsqu'on va combattre un dragon, on prend toujours le même dragon, décidément il en prend plein la tête, mais c'est comme ça. Et bien là, il a 4 points de vie, et bien on va mettre le jeton ici de points de vie du dragon sur 4. Hein, voilà. Et puis après, il va détruire. Et donc, en fonction du dragon, de la force du dragon, eh bien, on va le mettre plus ou moins haut. Il y a un jeton plus 30, hein, qui va servir à signifier que là, le dragon, il est à 30, plus... ouais, non, excusez-moi. Là, par exemple, un plus 30, eh bien, il sera à 37, là. Hein, voilà.
Ok, ça sert à ça, ce plateau impérial. Ensuite, il va servir, comme je vous l'ai dit, lorsqu'un des joueurs en mode compétitif va atteindre 30 points de victoire, eh bien, ce joueur-là, mettons que ce soit moi, là, ici, il y a un autre joueur, là, en face de moi, il y a un autre joueur, et là aussi, eh bien, je vais prendre le jeton compte tour, ici, et je vais le placer à ma gauche. Voilà. À chaque fois, et je vais placer ici le jeton décompte de tours sur les 8 derniers tours qui vont se lancer. Hein. Donc à chaque fois que ce sera à moi de jouer, à chaque fois que le tour va passer entre moi et le jeton, quoi, vous voyez, ok, vous avez compris, et bien là, on va avancer le jeton compte tour, ici. Donc, ces différents symboles vont lancer différentes actions. Donc ici, ça veut dire les jetons qui sont 1, 2, 3, 4 et 5, eh bien cela va faire référence aux numéros qu'il y a sur certaines tuiles ici, par exemple 2, ici 1, hein, voilà, ici 1, mais bon après, en fonction des niveaux des tuiles, ben là il n'y en a pas de numéro, là il y en a un, il y a un 2, voilà. Donc en fait, sur le plateau, à chaque fois qu'un de ces numéros va apparaître, là, mettons, je passe ici, là, 1, eh bien, je vais prendre des jetons lave comme ça. C'est signe que là, le volcan est en train de faire son éruption, quoi, hein, voilà. Hein. Est-ce qu'on dit éructer? Je ne sais pas, mais bon, peut-être. Et là, je vais regarder ici, comme nous sommes sur le symbole 1, eh bien, je vais recouvrir 2 jetons de lave. Toutes les cases comportant le 1. Voilà. Hein, bon, ben ici, il n'y en avait qu'une. Voilà, très bien. Toutes ressources où tout samouraï se trouvant sur une tuile qui vient d'érupter, donc les ressources sont perdues, le moine est perdu. Par contre, si un samouraï se trouvait dessus, eh bien, il va prendre ses 5 points de dégâts et être mis sur une case adjacente, libre de lave. Hein. D'accord? Donc il va falloir que son casque absorbe les 5 points de dégâts. Si il n'y a pas de tuile de case libre, hein, voilà, adjacente autour de lui, eh bien, malheureusement, il va devoir être mis sur une tuile de lave, hein, voilà, à nouveau. Et là, bim, il va passer là, voilà. Mais là, pareil, le casque va absorber. Si son casque n'absorbe pas les dégâts, eh bien, il va être assommé, quoi, et il va être mis sur une case temple de son choix parmi le plateau. Voilà. Le but étant quand même de sortir. C'est ça. Le premier, donc, plus le tour va avancer, là, vous avez compris, ce sera les tuiles portant le numéro 2. Ici, eh bien, ce sera la tuile, sur la tuile centrale que nous avons ici, eh bien, va être posée la sortie, on va dire, entre guillemets, la sortie officielle pour les samouraïs qui se respectent. Voilà, ici, qui va être posée sur la tuile centrale. Et c'est par là qu'en fait, il vaut mieux sortir si on veut avoir le plus de points de victoire en compétitif. Hein, parce que vous allez voir que ça donne accès à d'autres récompenses. Il y a une autre façon de sortir. Elle se trouve parmi, je pense, les tuiles de niveau 2, il me semble. Je vais essayer de trouver. Là, je suis sur les tuiles niveau 2, donc on va le regarder ensemble. Non, 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 non plus. Ici. Voilà, il existe des sorties de secours comme ceci. Voilà. Et ça, en fait, ça va se poser là. Un samouraï qui sortirait par une tuile de secours comme ça, on peut considérer que c'est pas une sortie très digne d'un samouraï, car il n'a pas su sortir par la tuile réservée à cet effet. Mais il va pouvoir sortir quand même. Et il aura accès à des récompenses un peu moindres. Mais bon, parfois on n'a pas le choix que de faire ça. Donc voilà, le pion va avancer ici de compte tour. Là, il ne se passe rien. Là, il ne se passe rien. Il se passe. Si, pardon. Là, c'est les tuiles. C'est les numéros 4 qui vont prendre des jetons de lave. Ici, là, voilà. Là, c'était un 5. Voilà. Là, il y avait un 2 ici. Voilà, là, c'est le 5. Donc, vous comprenez qu'après, plus ça va aller, eh ben, plus le volcan, plus le terrain sera impraticable. Donc c'est très compliqué, ça va être très compliqué de sortir. Et ici, eh bien, la partie prend fin. Alors, on n'est pas obligé pour gagner la partie d'être sorti du volcan. Hein.
on peut avoir fait des points de victoire, voilà. Mais franchement, ça m'est pas arrivé, voilà. Hein. Donc on n'est pas obligé d'être sorti, on peut se retrouver à l'intérieur quand la partie prend fin. Mais vous allez voir que sortir du volcan, ça a quand même un avantage, notamment si on sort le premier, en fonction des équipements que nous aurions ici sur notre plateau de jeu. Voilà. Donc là, quand nous arrivons ici, je vais pouvoir, moi, si je suis sorti par la tuile centrale, je vous remontre quand même ici, la sortie que j'ai appelée la sortie digne d'un samouraï. C'est en effet le cas. Si je suis sorti par ici, là, par la tuile centrale, là, eh bien, je vais avoir accès au niveau des récompenses du shogun à la grande partie qui est ici. Si je suis sorti par une petite tuile de sortie, comme ça, une corde de secours, hein, qui apparaît lorsqu'on explore, eh bien, je ne vais avoir accès qu'à ici, d'ailleurs, le symbole de la tuile de secours est marqué ici. Alors, comment ça se passe? Eh bien, en fait, le premier joueur à sortir, il va arrêter de jouer, forcément, et à chaque tour voilà, à chaque fois qu'on va passer au travers de ce pion-là, ça va signifier que c'est un nouveau tour, que c'est un tour qui s'achève, eh bien, il va pouvoir prendre les jetons de son plateau et les positionner aux emplacements prévus à cet effet. Ici, vous voyez, c'est un jeton parchemin magique épais. Donc, je vais chercher un emplacement parchemin magique épais. Si je suis le premier à être sorti, bim, je vais le poser sur le 10. Et là, ça veut dire 10 points de victoire. D'accord? Si j'arrive et que j'ai un parchemin épais qui a déjà été posé par un adversaire, je vais me mettre 8, 6, 5, 4, 3. Hein? Ça paye super vite. Et à chaque tour, ainsi, je vais pouvoir déposer des jetons. Voilà, là, par exemple, j'ai un jeton magique de sandales, je vais le mettre là, 10, donc je me fais 20. Donc il y a tout un intérêt à être le premier à sortir. Et ouais, attention, c'est pas forcément celui qui va arriver à 30 points de victoire qui va être le premier à sortir. Donc c'est pas forcément celui qui déclenche la fin de partie à 30 points de victoire qui va gagner non plus. Et tout dépend, ça c'est tout dépend, voilà. Après, moi je vais aller poser celui-ci. Et non, si, non, hein, vous voyez, j'ai un trou. Voilà. Après, on va pouvoir poser un moine. Voilà. Donc, je suis le premier à arriver. Eh bien, je vais poser le moine sur 7, ici. Voilà. Et peu importe l'emplacement de mon plateau. Et à chaque tour, je vais pouvoir faire ça. Voilà. Alors, admettons que je sois sorti par la sortie de secours. Eh bien, regardez, c'est uniquement un qui va pouvoir poser, par exemple, un seul, un seul, un seul, un seul. Eh oui. Et ça, c'est embêtant. Il est à noter que ici, si on sort par la grande sortie, pour chaque dent de dragon, de cube de dragon que l'on va posséder n'importe où sur notre plateau, sur les armes et tout, eh bien, on va gagner un point de victoire. Et ça, c'est tout le monde. Sauf celui qui sera sorti par la sortie de secours. Hein. Donc voilà, on peut sortir par la sortie de secours, mais c'est à voir en fonction de nos adversaires, quelle attitude et ce qu'ils ont fait eux. Donc ensuite, à la fin de la partie, hein, quand tous les joueurs seront sortis, voilà, moi j'aurais posé un jeton ici, un jeton ici, un jeton moine ici. Voilà, bon, je n'avais pas de jeton casque, bon, mais voilà, ça y est. Hein. Ensuite, à la fin de la partie, quand tous les joueurs seront sortis ou que voilà, le marqueur sera arrivé à end, fin, eh bien, à ce moment-là, je pourrai poser tous mes jetons sur le plateau, ici, là, minimum, me garantissant les points minimum, c'est-à-dire là, un point de victoire par jeton moine qu'il me restait. Si il me restait des schémas magiques, par exemple, non, je les aurais posés là, en fait. Mais en fait, chaque case garantit, ça c'est quand on joue à 6, quoi. Chaque case, dernière case, garantit un maximum de points pour les jetons restants en fin de partie. Voilà, donc en gros, voilà, hein, on a fait le tour là à peu près des récompenses. Donc celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie. Ça paraît évident. Après, ils disent que si l'égalité persiste, eh bien, à égalité de points, celui qui sera sorti
celui qui sera sorti du volcan emportera sur celui qui ne sera pas sorti du volcan. Si l'égalité persiste, eh bien, un combat à la baguette est conseillé pour se départager. On va voir maintenant le côté coopératif du plateau. Hein, voilà, on le voit ici avec l'icône serrage de main. Donc là, on a toujours pareil les mêmes récompenses que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ici, par contre, nous avons le décompte de tours ici. Voilà. Hein. Vous vous rappelez, un joueur s'étend, tiens, je vais vous le dire, parce que là, de mémoire, c'est pas évident. Donc, où est-ce que c'est marqué, ça? Ouais, c'est dur de tout retenir. Donc oui, à un joueur, on démarrera à 25 tours ici, voilà, hein, donc on va utiliser celui-là, hein, à 25 tours, et de 2 à 6 joueurs, eh bien on va démarrer à 20 tours, voilà. Et les tours vont se succéder, 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 succéder. Là, il y a pas de point de victoire, si vous voulez, hein. Le but étant de s'échapper avec, comme je vous l'ai dit, les équipements nécessaires et ainsi de suite. Le décompte de tours va se passer exactement pareil, là, hein, que là. Donc là, c'est les cases contenant le 1 qui vont se mettre en lave, le 2, là, la tuile de sortie va être mise en jeu, hein, celle-ci, rappelez-vous, là, voilà, bim, va être mise en jeu, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin, et puis là, on perd la partie ou on gagne. Pour gagner la partie en mode coopératif normal, eh bien, en fait, il faut que tous les objectifs soient atteints, comme décrit dans la section but, c'est-à-dire, je vais vous le répéter, avoir vaincu le dragon légendaire, déjà, ça c'est obligatoire. Chaque joueur doit s'être échappé par la sortie secrète. Chaque joueur doit avoir un équipement magique complet, Voilà. De plus, tous les joueurs doivent avoir collectivement, ensemble, casque, armes, sandales. C'est-à-dire que si on joue à deux, par exemple, un joueur peut avoir le casque et l'arme, et l'autre les sandales magiques. L'essentiel, c'est de ramener ça, avec les schémas magiques correspondant à présenter au shogun. Ces objectifs doivent être atteints dans la contrainte de temps que je vous ai dit, un joueur 25, de 2 à 6, 20 tours. Voilà. Donc là, c'est quand même un autre truc. C'est vraiment très intéressant. Faut pas oublier que dans le coopératif, le dragon pourchasse les héros. Eh bien voilà, je pense avoir fait un tour assez complet des règles de Fujikoro. J'ai essayé de mêler le mode compétitif et le mode coopératif. Bon, ouais, je pense qu'elles sont assez complètes. J'espère que ça vous a donné une bonne idée du potentiel de ce jeu. Il est bien, il est top, il est génial. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je m'en refais régulièrement. Donc là, je vais m'arrêter là. Je vais faire une seconde vidéo de partie. On arrête là avec la vidéo de règles. Et dans un second temps, je vous ferai, j'espère, une vidéo de partie solo de Fujikoro. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des choses à dire ou des questions à poser. Je suis là pour vous. Sincèrement, ça me fait un grand plaisir de répondre à vos questions. Bon, donc du coup, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer de très bons moments avec vos jeux de société et avec les personnes avec qui vous avez envie et plaisir de les partager. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.